Bonjour, quelques séquences vidéo, cours d'économie, programme de première et de terminale. Ce cours a pour objectif donc de préparer aux révisions du bac 2022. Donc on va réaliser quelques séquences pédagogiques en vidéo pour nous donner la possibilité de les montrer aux élèves qui se préparent, les élèves de ma classe, terminale TGF, et puis sans doute d'autres classes et d'autres lycées et d'autres établissements dans toute la France. Alors, il faut rappeler que le cours de co-droit, pour parler seulement de l'économie, est un cours qui nécessite un certain nombre de prérequis, c'est-à-dire que des connaissances techniques préalables, qui demandent donc à l'élève un certain nombre de compétences et d'aptitudes. L'élève doit être d'abord très mobilisé pour réussir cette matière-là, ce cours-là. Je dois rappeler que c'est un coefficient qui est très important au bac. Hein. Éco et droit. Ce cours qui s'étale sur 2 ans en première et en terminale est un cours qui demande de la rigueur, qui demande donc de l'attention, qui demande également des capacités intellectuelles, parce que c'est une matière assez technique. Alors, donc, cette séquence, on va la diviser en deux. Après avoir rappelé les prérequis, donc on va d'abord s'atteler à la première partie qui regroupe le cours de première. En tout cas, pour mes élèves de terminale qui sont en terminale, ils l'ont eu l'année dernière. Logiquement, ce sont des concepts qu'ils connaissent. Mais comme c'est une épreuve sur 2 années, il faut rappeler, donc il faut refaire ce cours-là, tout au moins ramasser pour qu'ils appréhendent, pour qu'ils saisissent bien les concepts. Alors, je dois aussi rappeler que ce programme d'économie s'étale sur 9 thèmes du programme. 5 en première, 5 thématiques en première et 4 en terminale. En première, avant de décliner le détail de ces thèmes-là et les concepts et les notions, je vais d'abord de manière ramassée, un peu comme pour établir la feuille de route, rappeler ces 5 thèmes de première. Le premier thème, c'est quelles sont les grandes questions économiques et leurs enjeux actuels. Deuxième thème, comment la richesse se crée-t-elle et se repartit-elle? Troisième thème, comment les ménages décident-ils d'affecter leurs revenus? Quatrième thème, quel mode de financement de l'activité économique? Et enfin, cinquième thème, les marchés des biens et services sont-ils concurrentiels? Voilà la feuille de route pour ces 5 thématiques de la classe de première. Dans chaque thème, le cours est décliné en sous-thèmes. Et ces sous-thèmes-là sont quasiment des chapitres. Le premier sous-thème dans le thème 1, le premier chapitre dans le thème 1, c'est l'économie, science de la rareté. L'économie, science de la rareté. Et là, on est au cœur de la science économique. On est au cœur des sciences économiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des sciences économiques sans parler de la rareté. Et c'est ici qu'on doit distinguer ce qu'on appelle un bien rare ou un bien économique
d'un bien libre. L'eau de mer est un bien libre. L'eau potable est un bien économique. La nuance entre les deux, c'est que l'un est en abondance et l'autre nécessite de l'énergie humaine et donc un coût. Donc, dans cette thématique-là, en tout cas les élèves en première, que j'ai en terminale cette année, ils ont dû travailler sur la notion de bien. C'est quoi un bien? Ils ont dû travailler sur la notion de besoin. Qu'est-ce qu'un besoin? Classiquement, on distingue le besoin, c'est l'insatisfaction. C'est la sensation de vouloir satisfaire un besoin. Ils ont également abordé les notions de service marchand, de service non marchand, de rareté, des choix économiques, ce qu'on appelle des choix rationnels. Un choix économique, c'est un choix rationnel. Je vais aller au cinéma ou je vais en classe. Selon ces deux choix-là, l'un est sans doute beaucoup plus économique que l'autre, en tout cas pour l'élève. On parlera également d'agent économique. C'est quoi un agent économique? Là, les élèves, ils ont vu quels sont les principaux agents économiques et quelles sont leurs principales fonctions. Ici, on peut parler du ménage, entre autres, qui a pour principale fonction consommer. On peut parler de l'entreprise, ce qu'on appelle en management l'organisation à but lucratif, qui a pour vocation de faire des profits. L'entreprise, dont la fonction principale est de produire des biens et des services. On peut parler de l'État, qui est une organisation publique, qui a pour fonction principale de réguler l'économie, de produire également des services non marchands. On peut parler des banques, qui est au cœur du circuit économique, qui est au cœur de la production, de la valeur dans un pays, dont la principale fonction est de collecter l'épargne et d'octroyer le crédit. On peut parler également de la société civile, ce qu'on appelle les organismes de la société civile, autrefois réduites aux simples associations. Or, elles sont plus nombreuses. Les syndicats, les ONG. On peut parler de ce qu'on appelle la production. C'est quoi la production? C'est quoi produire? Produire des biens, produire des services. C'est quoi consommer? Voilà les principales notions que les élèves doivent mobiliser pour ce premier chapitre, l'économie saine de la rareté. Deuxième chapitre, qui est donc le deuxième sous-thème de ce premier thème, les décisions du consommateur et du producteur. Ici, nous sommes au cœur, en tout cas pour ce thème-là, de notre cours. Producteur, c'est quoi un producteur? Quand on produit, on doit faire des choix. Quand on produit, on doit prendre des décisions. C'est là où les notions de choix économiques s'imposent. Une nouvelle fois, la notion de rareté, qui est encore là, celle de rationalité. Je dois produire en étant rationnel. Je dois produire pour économiser de l'énergie, économiser de l'argent, économiser du temps, pour être efficace, voire efficient. Et on parlera dans ce chapitre-là, ou encore les élèves en parlaient l'année dernière en première, de préférence, de coût d'opportunité. Qu'est-ce que c'est qu'un coût d'opportunité? La notion d'utilité. Je produis quelque chose qui est utile à la société, qui est utile à mes consommateurs, à la demande. On parlera également de la notion d'utilité marginale. Quelle est l'utilité additionnelle? Est-ce que ça vaut la peine que je produise ce bien alors que l'utilité marginale est moindre? Alors que l'utilité, additionnelle est peut-être moins importante que les coûts que cela occasionne. C'est ici également qu'on parle de facteurs de production. Facteurs de production. C'est quoi les facteurs de production? C'est-à-dire, ce sont des moyens que l'entreprise
puisqu'il s'agit souvent de l'entreprise, une entreprise qui fait du profit, qui mobilise pour atteindre ses objectifs, qui sont, entre autres, faire du profit, créer de la valeur. Donc, ces facteurs de production, on parlera du travail, on parlera du capital, ce qu'on appelle les facteurs primaires, et puis les facteurs secondaires, c'est-à-dire les ressources naturelles, l'information. Et dans le facteur travail, on parle même de la notion du capital humain. Pour terminer sur ce chapitre-là, on a la notion de recette marginale. Oui, je vais continuer à produire. Et si je veux que je peux encore produire davantage en augmentant de nouveaux moyens de production, de nouveaux facteurs de production, mais quelle est la recette marginale que je pourrais y gagner? Autant de questions, toujours en relation avec ce qu'on appelle la rationalité. La rationalité. Optimiser sa production, combiner de manière optimale ces facteurs de production pour créer la valeur au moindre coût. Chapitre 3. Les échanges économiques. Un chapitre aussi très, très important dans ce processus d'apprentissage. Échanges économiques. Par le passé, on ne parlait pas d'échange. Si, on parlait d'échange déjà. Parce qu'on parlait de troc. Le troc, c'est une forme d'échange. J'avais des bananes, je n'avais pas le manioc. Celui qui avait le manioc pouvait me donner son manioc et en échange, je lui donnais ma banane. Mais au fur et à mesure de la modernisation des économies, des sociétés, le troc a été remplacé par la monnaie. On ne peut pas parler d'échange sans parler de monnaie. On ne peut pas parler d'échange sans parler de spécialisation. Donc chaque pays, chaque entreprise, chaque famille, chaque entité productive s'est spécialisée. En se spécialisant, ils ont créé un besoin. Pour gagner avec leur spécialisation, il fallait créer donc un élément qui facilite ces échanges. D'où la monnaie. La monnaie. La monnaie. On a créé la monnaie pour faciliter les échanges. On a créé la monnaie qui est une unité de compte pour mesurer la valeur des objets. On a créé la monnaie pour aussi épargner, ce qu'on appelle la réserve de valeur. Dans ce chapitre, on peut également parler des flux économiques. C'est quoi un flux? C'est un mouvement qui va du point A vers le point B. Flux monétaire, flux réel, ce qu'on appelle flux physique, ou flux informationnel. On parle ici dans ce chapitre 3 des circuits économiques. C'est l'ensemble des échanges entre les différents agents économiques qui forment un circuit économique. Ce circuit économique qui est à l'intérieur d'une économie, mais qui s'ouvre aussi à l'extérieur, à travers le commerce extérieur. Voilà décliner les 3 premiers chapitres du premier thème. Deuxième thème, comment la richesse se crée-t-elle et se repartit-elle? Ici, nous sommes dans une problématique, comment l'entreprise, pour ne parler que de cet agent économique, comment l'entreprise qui est au cœur de la production crée-t-elle la valeur? Comment elle fait pour combiner de manière optimale ces facteurs de production? Ici, donc, nous aurons des notions que nous avons déjà abordées dans le précédent thème, un petit peu de manière un peu sommaire. Ici, nous les abordons avec beaucoup de rigueur, un peu plus de profondeur. On parle à nouveau du capital, du travail, du capital humain. C'est le chapitre 4. Chapitre 4, donc c'est le chapitre 4, la combinaison des facteurs de production. Chapitre 4, qui donc ouvre ce thème de
la combinaison des facteurs de production. Donc, parmi ces facteurs de production, que j'avais déjà commencé à en parler, le capital, le travail, le capital humain, la productivité du travail, la productivité du capital, la productivité d'autres facteurs de production. On parle également dans ce chapitre-là de la notion de progrès technique, de l'investissement, des gains de productivité, des facteurs primaires que nous avons abordés plus tôt déjà, de la combinaison productive, de la substituabilité et de la complémentarité des facteurs de production. Le prix du pain a augmenté, il devient inaccessible pour moi. Quel est le produit que je peux remplacer? Par exemple, le riz. Donc, ou encore, c'est pour les biens. Mais pour les facteurs de production, la main-d'œuvre vient très très cher, trop cher même pour moi. Qu'est-ce que je fais? J'achète une machine. Ou inversement. Une technologie est inventée, mais elle me coûte tellement cher qu'en attendant avoir les moyens de la payer, je vais embaucher beaucoup plus de personnel. Donc, je remplace la machine par le travail. Chapitre numéro 5. La mesure de la production. La mesure de la production. On mesure comment, autrement dit, la question qui se pose ici, comment mesurer la production? Comment je peux mesurer ce que je produis? Quel est l'indicateur idoine, fiable, pour que je puisse mesurer ma production? La notion classiquement connue et validée, c'est la notion de valeur ajoutée. Les élèves connaissent cet élément-là depuis même la seconde. Moi, quand je faisais encore les cours il y a longtemps, en PFG, principe fondamental d'économie et de gestion, on parlait de la valeur ajoutée en seconde. En première, les élèves l'abordent en économie comme en sciences de gestion numérique. Valeur ajoutée. Classiquement, c'est ce qu'on appelle, enfin, la valeur ajoutée, d'autres appellent aussi la richesse. En fait, c'est la formule qui est souvent connue, c'est valeur ajoutée égale chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. Donc, on parle de la notion de consommation intermédiaire, la notion du chiffre d'affaires, qui n'est pas à confondre avec la notion de bénéfice. Et on parle également de la notion de PIB, produit intérieur brut, qui est en fait la somme des valeurs ajoutées marchandes. Les valeurs ajoutées marchandes. Même si le problème se pose sur la valeur ajoutée non marchande. Un débat sur est-ce qu'on peut mesurer le bonheur? Comment mesurer le bonheur? Est-ce que le bonheur peut rentrer dans la calcul de la valeur ajoutée? Ce qu'on appelle les limites du calcul, les limites de la mesure de la valeur ajoutée. On parle, dans cette notion, les élèves ont dû parler, en tout cas, ils ont été formés pour connaître ce que c'est que production marchande, production non marchande. Production marchande, c'est-à-dire celle qui est faite pour le marché, qui obéit aux lois du marché, alors que la production non marchande, c'est une production qui est faite généralement par les organismes non lucratifs, également par l'organisation publique, hein, qui, dans les coûts, dans la recette, ou tout au moins, le prix ne reflète pas son coût. Typiquement, les productions fournies par l'éducation nationale, l'école, l'hôpital public. Les élèves ne paient pas ce qu'ils coûtent à la société quand ils sont au lycée ou au collège, sans doute dans l'école privée. La notion de croissance économique, qui mesure donc la progression de la richesse d'un pays, d'une économie d'une année sur l'autre. On a parlé, en tout cas l'année dernière, en tout cas pour ceux qui sont terminés avec moi cette année, ils ont parlé de l'indice du développement humain, qui est beaucoup plus pertinent, qui regroupe un certain nombre de critères, entre autres, le nombre de médecins par habitant, par exemple.
voilà décliner quelques éléments du chapitre 5. Venons-en au chapitre 6. Il faut que je rappelle aux élèves que ces chapitres-là, c'est ce qui est d'ailleurs logique, ont été conçus pour qu'il y ait une suite logique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas maîtriser les connaissances du chapitre 6 si vous ne maîtrisez pas les connaissances du chapitre 5 et ainsi de suite. Donc il faut comprendre des notions précédentes pour ensuite suivre la trame et le cours qui est, je rappelle, le cours de premier qui est au programme du bac. Chapitre 6. La répartition des revenus. La répartition des revenus. Ce que nous avons peut-être oublié dans ce que nous aurait dû dire, c'est parler de ce qu'on appelle le revenu disponible. Le revenu disponible. Même si ici on va encore l'aborder plus tard. Mais ici dans le chapitre 6, ce qu'on appelle la répartition des revenus. Comment répartir les revenus? Au fait, la question qui se pose est la suivante. Comment répartir les revenus entre les différents agents économiques? Qui produit? Et combien il reçoit? Donc, notion de valeur ajoutée encore, notion de capital, notion du travail, notion de salaire, notion de profit. C'est-à-dire que la valeur ajoutée, c'est-à-dire cette richesse créée pour la collectivité, pour une nation ou pour l'entreprise, cette valeur va être répartie entre les différents acteurs qui ont contribué à sa création. Donc le capital, par exemple un actionnaire, va recevoir des dividendes. Un travailleur qui a fourni le facteur travail va recevoir du salaire. L'entreprise va recevoir, l'entreprise elle-même en tant que personne morale, va recevoir du profit, ce qu'on appelle les réserves qui vont être épargnées avant d'être éventuellement réinvesties. Et donc, les deux types de revenus, revenus du capital et revenus du travail, dans ce chapitre-là, c'est ce qu'on appelle les revenus primaires. On arrive aussi dans ce chapitre-là à parler souvent de revenus mixtes, car il y a également certains acteurs, notamment les professions libérales, les avocats, les architectes, eux, leur travail mélange ces deux types de facteurs de production, à la fois le capital et le travail. Leur travail, c'est leur savoir-faire, leur compétences humaines, mais aussi leur cabinet qu'ils ont mis au service. Ils ont à la fois des revenus du capital et du travail qui sont souvent des revenus mixtes. Dans ce chapitre, on parle, regarde la notion de redistribution. Car on doit savoir, les élèves savent, ceux qui sont en terminale, vous qui êtes en terminale, vous qui écoutez cette vidéo, vous qui regardez cette vidéo, vous avez vu en terminale cette notion en première, cette notion de redistribution qui fait référence à ce qu'on appelle aussi les revenus de transfert. On transfère des revenus au profit d'une certaine catégorie de la population, celle qui a moins de moyens que d'autres, qui reçoit donc des revenus de transfert. Mais avant de transférer ces revenus, l'État prélève ce qu'on appelle des impôts et des taxes, prélèvements obligatoires, aux personnes morales ou physiques qui sont plus ou moins aisées, qui gagnent bien leur situation professionnellement. On va donc les distribuer aux plus pauvres. Et l'addition des revenus du capital, du travail, éventuellement mixtes, moins les prélèvements obligatoires, plus les transferts, fait qu'au bout du compte, on a un revenu disponible. C'est un revenu disponible que les agents économiques reçoivent au bas de leur bulletin de paye, bulletin de salaire, revenu disponible.
Et c'est ici que nous allons aborder le thème 3. Thème 3, comment les ménages, ici on a mis l'accent, on a mis un zoom sur les ménages, on n'a pas cherché à regarder comment les entreprises affectent-elles leurs revenus, comment l'État affecte-t-il son revenu. Là on a fait un zoom pour ce thème 3 sur le ménage. Comment les ménages décident-ils d'affecter le revenu, le fameux revenu disponible que nous venons de parler au chapitre 6. Et ce revenu disponible donc, va être affecté. Et c'est l'objet du chapitre. Le sous-thème 7, c'est-à-dire chapitre 7 pour notre progression. L'utilisation du revenu des ménages. Donc on parle donc du revenu disponible. Notion maîtresse pour ce chapitre-là. On parle donc du revenu disponible pour savoir s'il doit aller à la consommation ou il doit aller à l'épargne. Revenu disponible. Donc, deux choix à faire, ou épargner ou consommer. Ou épargner et consommer. Généralement, c'est épargner et consommer. Très peu de gens, hélas, arrivent difficilement à épargner. Nous allons parler également dans la notion de proportion moyenne à consommer. Quelle est la moyenne? Généralement, c'est en année, c'est des statistiques qu'on tient. Quelle est la moyenne, par exemple, dans l'économie française? Quelle est la moyenne en année? En année, la moyenne de la consommation que les ménages français consacrent à leurs dépenses. On parle de la notion, ils en parlé, en tout cas, on leur a parlé, la proportion marginale à consommer. C'est-à-dire que c'est une capacité additionnelle que j'ai lorsque j'ai une augmentation de mon revenu. C'est-à-dire lorsque mon revenu, une prime, j'ai été formé, je reviens à la formation, j'ai eu une promotion, j'ai donc eu une augmentation de revenus. Mais cette augmentation de revenus, qu'est-ce qu'elle me donne, cette augmentation de plus pour consommer? Ici, là, on parlait de la notion du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, c'est la capacité à acheter qui, elle, dépend aussi de mon revenu, mais aussi d'autres facteurs comme le taux d'intérêt. L'indice de prix à la consommation, et là on parle de l'inflation, c'est cette situation d'un déséquilibre sur le marché des biens et des services qui provoque une hausse généralisée des prix. Coefficient budgétaire, une notion que vous avez aussi apprise l'année dernière en première, que vous connaissez, chers élèves, qui est donc un pourcentage de dépenses qu'un individu consacre par rapport à ses revenus. Je consacre tel pourcentage de mes revenus à l'habillement, tel pourcentage de revenus au logement, tel pourcentage de revenus à ma voiture, au loisir, et ainsi de suite. Voilà les principales notions de ce chapitre 7, comment utiliser le revenu des ménages, ou comment les ménages utilisent leurs revenus, affectent leurs revenus. Thème 4. Thème 4. Quel mode de financement de l'activité économique? Thème 4. Quel mode de financement de l'activité économique? C'est autrement dit, comment les agents économiques se financent-ils pour créer de la valeur? Et ici, le sous-thème de ce thème 8, c'est la situation financière des agents économiques. Ici, on va examiner la situation financière des agents économiques. Donc, une nouvelle fois, la notion d'agent économique est une notion maîtresse tout au long du cours de première en économie. Il faut maîtriser la notion d'agent économique, les principaux agents économiques, leurs principales fonctions pour comprendre la trame de ce cours depuis le thème 1 jusqu'au thème 9, le terminal.
Donc, sur ce thème, sur ce chapitre 8, la situation financière des agents économiques, donc la notion ici, qui est une des notions, mais la principale à ma connaissance, c'est la notion de capacité de financement. Pour qu'une entreprise se finance, elle doit avoir sa capacité de financement. Et d'être capable de dégager de la trésorerie pour se financer. Sinon, elle fait appel à l'endettement. C'est une entreprise qui est en besoin de financement. Autre notion, en besoin de financement. Dans ce chapitre-là, les élèves ont parlé, on vous a parlé, enfin, ont étudié, on vous a parlé du financement interne. C'est-à-dire que l'entreprise est capable de s'autofinancer. C'est là que la notion d'autofinancement prend de l'ampleur, prend de la valeur, prend du sens. C'est capable à l'entreprise de se financer toute seule sans recourir au financement externe. C'est-à-dire via les banques. Dans ce même chapitre, on parlera de la notion du financement direct et le financement indirect. Financement direct, directement via les marchés ou indirectement via les intermédiaires. Via les marchés, à travers la bourse, par les intermédiaires, via les banques, par l'emprunt. Ici, pour terminer sur les notions à maîtriser que les élèves ont étudié en première, c'est la nuance entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Traditionnellement en France, et la crise, la Covid nous l'a encore montré, que les agents économiques, en tout cas l'agent économique qui était en capacité, voire en surcapacité de financement, était systématiquement les ménages. Les ménages épargnaient beaucoup en France. Les ménages, généralement en période de crise, prennent des précautions, ce qu'on appelle les pas de précaution, prennent des précautions pour pouvoir se prémunir des accidents de la vie dans leur avenir plus ou moins lointain. Et puis il y a souvent eu des agents à besoin de financement. Généralement, ce sont les États, mais hélas, les organisations publiques, que ce soit les collectivités locales ou l'État central, systématiquement, hélas, ils ont systématiquement, ces agents ont besoin de financement. Donc, pour se financer, ils font appel à l'endettement, au marché monétaire ou au marché obligataire. Ces agents-là, on peut également citer les entreprises, certaines, la plupart aussi, ils pensent, qui sont en capacité, ont besoin de financement. Voilà le chapitre 8, ainsi résumé, ainsi sommairement présenté. Car je rappelle que cette présentation ne va pas en détail, car les élèves sont censés avoir appris ce cours-là l'année dernière. Donc là, c'est à titre de rappel, puisqu'après cette vidéo-là, en classe, je ferai des questions, des exercices à trous, des exercices avec des cases à remplir pour qu'ils réveillent en eux la mémoire, pour que leur mémoire se redéploie pour aller chercher le vrai souvenir. Car je rappelle que lorsque vous êtes aux salles d'examen, généralement l'intitulé du sujet des codes droits est le suivant. Je rappelle, à partir de vos connaissances et des documents annexés aux questions, répondez aux questions suivantes. Donc, vous avez deux matériaux, deux sources pour alimenter, pour répondre à vos questions. Vos cours qu'on vous a donnés en première et en terminale, et des contextes, c'est-à-dire les documents que vous avez à étudier. Donc, apprenez les cours, des notions à connaître, et puis naturellement, en respectant les méthodologies que vous connaissez, qu'on vous a apprises, que vous commencez à maîtriser, certains d'entre vous. Si je veux parler de
ma classe DGF. Question, chapitre 9. Modalité de financement de l'activité économique. Modalité, c'est-à-dire, autrement dit, comment concrètement on finance l'activité économique. On a déjà abordé plus ou moins cette première, c'est nous mentionnons déjà dans le chapitre précédent, car ce sont des chapitres qui se suivent et qui se complètent. Financement direct, financement indirect. On parle de la notion d'action, qui est un titre de propriété, qui représente une partie du capital social d'une entreprise que vous détenez, à partir duquel vous pouvez avoir droit aux dividendes. On parle d'obligation, qui est un titre de créance que vous avez vis-à-vis d'une institution financière ou non. On parle du crédit, du taux d'intérêt qui est au fait le prix de l'argent. On parle du marché financier, ce qu'on appelle couramment la bourse. Du marché primaire, c'est-à-dire la première cotation d'une entreprise. Lorsqu'une entreprise fait la première fois appel public à l'épargne, à travers une augmentation du capital, on parle du marché primaire. Et lorsque les personnes qui achètent des actions revendent ces actions auprès d'autres demandeurs, on parle du marché secondaire, ce qu'on appelle couramment le marché d'occasion. On parle de la banque. On vous a parlé de la Banque centrale européenne, qui est la seule qui aujourd'hui a le droit d'émettre sur la zone euro la monnaie, même si les banques, c'est une délégation des pays de cette zone monétaire. On vous a parlé du taux directeur, on a reparlé de ça cette année en terminale, qui est le taux d'intérêt fixé par la Banque centrale européenne pour mener sa politique monétaire. Tantôt, elle a une politique restrictive qui va réduire la masse monétaire en circulation, tantôt une politique expansionniste qui va essayer de favoriser l'économie, accompagnée d'une politique budgétaire, là aussi favorable à la croissance économique. On parle des banques centrales qui, elles, viennent acheter de l'argent via le taux directeur auprès de la Banque de France. On parle aussi de monétisation du crédit. Donc, on crée la monnaie à travers la monétisation du crédit. Je prends un exemple, je suis un potentiel acheteur d'une maison. J'ai un peu d'argent de côté, mais ça ne suffit pas pour que je puisse être propriétaire. Je vais à la banque me fait un crédit, on me demande des garanties. Mais en montrant ce crédit-là, la banque crée la monnaie, puis il transforme le crédit en monnaie, ce qu'on appelle la monétisation du crédit. Enfin, pour terminer le dernier thème de ce cours destiné aux élèves de première, dernier thème, thème 5, les marchés des biens et services sont-ils concurrentiels? Les marchés des biens et services sont-ils concurrentiels? Il y a 2 chapitres sur ce thème-là. Premier chapitre, l'intensité de la concurrence selon les marchés. L'intensité de la concurrence selon les marchés. Donc, pour comprendre ce thème, il faut donc parler de la notion de marché. C'est quoi un marché? Définir c'est quoi un marché? C'est un lieu physique ou virtuel où l'offre et la demande se rencontrent et établissent un prix dit d'équilibre. Voilà la définition d'un marché. C'est quoi une offre? C'est quoi une demande? Une offre, c'est l'ensemble des biens et des services proposés par les acteurs qui sévissent sur un marché donné. Il y a quasiment autant de marchés que de biens et de services. Vous avez été formé, tout au moins, on vous a appris la notion de marché pertinent, du marché concurrentiel, du marché de la concurrence pure et parfaite, qui est une illusion de la théorie économique, du marché oligopole, du marché duopole, le monopole, des cartels, de l'indice des concentrations des marchés, du prix d'équilibre que je viens d'évoquer, du coût marginal, le coût additionnel, le coût supplémentaire
que je supporte parce que j'ai décidé d'augmenter ma production. Mais est-ce que ce coût supplémentaire va compenser, enfin, va être plus élevé que mon coût d'avant? Autrement dit, ce coût additionnel vaut-il la peine d'être supporté? Peut-être pas. Parce que je vais peut-être... mon rendement va peut-être devenir décroissant. Rendement marginal, recette marginale. On parle de la notion de l'élasticité demande, prix-demande, c'est-à-dire qu'un prix augmente et le bien de ce produit peut avoir une incidence. Enfin, une incidence, oui. Le prix du pain augmente, ben les gens consomment moins le pain et puis ils vont consommer plus le riz. Et inversement. Chapitre 11. La stratégie pour dépasser l'intensité concurrentielle. C'est-à-dire que sur certains marchés, il y a une telle intensité qu'il faut trouver les moyens pour la dépasser. Il y a un théoricien qui parlait des forces concurrentielles. Les forces concurrentielles, c'est Michael Porter, qui parle des forces concurrentielles. Dans un marché, il y a des forces concurrentielles qui font que l'intensité devient telle que l'entreprise doit s'adapter. Généralement, l'entreprise a quelques parades pour parer à cette intensité. Et c'est ici que nous pouvons, par la notion d'innovation, de différenciation, de monopole temporaire, de stratégie d'imitation, des notions qui répondent plus ou moins à la problématique. Comment dois-je faire pour essayer de desserrer les taux de la concurrence? Comment dois-je faire pour essayer de dépasser et de ne pas mourir? De ne pas mourir. Et l'entreprise, d'ailleurs, il y a un brillant théoricien de l'économie, Schumpeter, parle de l'innovation créatrice. Il parle même de l'entrepreneur, il définit l'entrepreneur, celui qui innove et qui prend des risques. Pour dépasser l'intensité concurrentielle, une entreprise doit innover, doit prendre des risques, innover. Naturellement, on fait de la recherche. C'est ce qu'Apple a fait pour neutraliser ses concurrents, voire même tuer certains. Dans BlackBerry. Voilà ainsi ramassé rapidement, dans une vingtaine, peut-être une trentaine de minutes, ces notions principales, ce cours d'économie en classe de première SMJ, que les élèves de terminale cette année avec moi sont censés connaître. Mais nous reviendrons dans nos cours en classe, dans le cadre des révisions, sur ces notions de manière détaillée avec des exercices pratiques. Merci d'avoir écouté cette vidéo sur BNT TV. Merci de pouvoir la regarder, même chez vous. Ça dépasse même le cadre de mon cours avec les terminales GF à Bascan. Ça va au-delà à tous les lycées de France et de Navarre. Merci. Bonne révision et bon vent à vous. À très bientôt. Michel Canu, professeur en cogestion.